Le chapitre de cette semaine s'appelle Tokyo 2, partie 9, et ce n'est pas le retour du roi comme dans Le Seigneur des Anneaux, mais c'est bien le retour de la reine. Je suis si contente. On voit ça ensemble tout de suite. Je crois que je ne suis toujours pas remise de ce que j'ai lu hier soir. Je criais littéralement intérieurement devant ma tablette, c'était dingue. Bonjour à tous, j'espère que vous ça va et que vous avez bien apprécié comme moi ce chapitre. Avant de commencer, non, je ne vais pas vous faire la diatribe habituelle sur le like, l'abonnement, tout ça, non, pas cette semaine. Je voulais juste vous donner le planning des reviews. Avec l'été, forcément, c'est un peu chamboulé. Le chapitre de la semaine prochaine sort lundi et non dimanche parce qu'il y a un jour férié, il me semble. Donc, en théorie, la review sortirait mardi et non lundi, comme habituellement. À côté de ça, je rentrerai tout juste de la Japan Expo, donc je ne sais pas dans quel état je serai, donc je vous demanderai par avance d'être indulgent. Par contre, le chapitre suivant, donc le 192, je serai en vacances, donc c'est sûr que je pourrais pas vous le faire, sauf si évidemment Guégué décide de faire une pause à ce moment-là, auquel cas, effectivement, ça ne changerait rien au rythme. Bref, désolé de cette annonce un petit peu longue. Pour être tout à fait franche, je voulais vous faire un petit mot par l'onglet communauté, donc je vais sur ma page YouTube, je cherche un peu avant de me rendre compte en fait qu'il faut avoir 1000 abonnés pour accéder à cette fonctionnalité. Autant vous dire qu'on en est loin. Le mieux, c'est encore, j'imagine, d'activer la cloche. Vous faites comme vous voulez. J'en reviens à ce qui nous intéresse, le chapitre. On va bien sûr revenir sur la fin du combat Kashimo-Akari, cette arrivée de malade de Maki, le retour des étudiants de Kyoto, et on s'interrogera sur qui peut bien être cet ennemi qu'on nous présente en fin de chapitre. Je vous préviens, on sera très peu dans l'objectivité cette semaine. En tant que bonne fangirl de Maki et des Zénines en général, mon avis est légèrement biaisé. Le chapitre s'ouvre sur Panda version chibi extrêmement mignon, mais surtout sur la fin du combat Kashimo-Akari, avec dans une case cette main arrachée représentée encore une fois de façon très graphique, avec les os apparents, on adore. Et quand Kashimo pense l'avoir emporté, Akari sort de l'eau pour lui mettre un bon gros pain comme il sait si bien le faire. Et confirme donc ce que je disais il y a 2 semaines, c'est-à-dire que le plan de Kashimo consistait bien en se concentrer sur la destruction du bras d'Akari pour l'empêcher de pouvoir étendre à nouveau son territoire et d'entrer dans une nouvelle période d'invincibilité. Et c'était plutôt bien vu, puisqu'on apprend que toucher le jackpot pendant une période de temps réduit, comme c'était le cas la semaine dernière, augmente fortement la probabilité de toucher le jackpot une fois le territoire étendu de nouveau. On ne cesse d'avoir des nouvelles règles pour le territoire d'Akari, ce serait bien arrêté maintenant. Mais ça, Akari, comme Todo qui réfléchit en je ne sais plus combien de millièmes de seconde, avait anticipé ce move et par le biais d'un serment express concentre son énergie occulte, sacrifiant ainsi son bras gauche au passage dans le but de minimiser les dégâts sur le reste de son corps. Je ne reviendrai pas sur le trope habituel de Guégué de couper des mains, bras, etc. mais sachez que je n'en pense pas moins. On a ensuite le droit à ce que moi j'adore, à savoir les petits dialogues post-bagarre. Akari dit qu'il ne veut pas tuer Kashimo parce qu'il lui faut ses points, puisque je vous rappelle encore une fois que tous ces événements se passent en parallèle les uns des autres. Donc là, Yuji à ce moment-là est en plein dans son combat contre Iguruma et la règle des transferts de points n'est pas encore passée. Et en lisant ce dialogue, et en ayant un petit peu de recul sur ce combat maintenant, j'ai compris pourquoi j'avais cette impression que c'était Kashimo qui menait la danse pendant la confrontation. C'est parce que d'un côté, Kashimo avait la volonté de tuer Akari, et que Akari, lui, de son côté, n'avait jamais eu l'intention de tuer Kashimo. Tout simplement. On apprend ensuite que ce même Kashimo possède bel et bien un sort, mais qu'il ne peut s'en servir qu'une seule fois, probablement par le biais d'un serment inné qui en décuplerait la puissance, enfin j'espère pour lui en tout cas, et qu'il ne veut l'utiliser uniquement que contre Sukuna. Rendez-vous compte de la détermination de ce gars. Contre un Akari quasi invincible, il a fait le choix délibéré de ne pas se servir de sa botte secrète. Non, vraiment, décidément, il n'est pas fait du même bois que les autres. S'ensuit un dialogue plein de respect mutuel comme on avait eu un petit peu entre Ryu et Yuta. Akari fait un marché avec Kashimo et en fait donc un allié. J'espère pour Kashimo que c'est par le biais d'un serment parce que comme le disait Reggie dans son combat contre Megumi, les exorcistes sont des menteurs. J'irai pas jusqu'à dire qu'Akari va lui mettre à l'envers parce que c'est le bon gars, mais on verra. Panda rejoint le petit groupe en sautant par-dessus la barrière comme dans l'opening de l'anime et là il y a un truc qui est très marrant, enfin moi qui m'a fait pas mal rire. Quand Akari explique la situation à Panda, donc qu'a priori il mènera Kashimo jusqu'à Sukuna, mais Kashimo est pas du tout au courant que Sukuna est en Yuji. Et donc quand Akari lui dit que de toute façon il est plus vieux et que donc Yuji devra lui obéir, ça me bute parce que du coup Kashimo pense qu'Akari est plus vieux que Sukuna, donc que le mec aurait potentiellement plus de 400 ans. Bref, ça m'a fait rire de voir Kashimo un petit peu naïf comme ça. On retrouve Charles, oui,
je suis très contente de le savoir toujours en vie. On doit probablement être 2 sur cette terre à se soucier de lui, mais que voulez-vous? La règle 10 des transferts de points est maintenant effective et j'adore, juste après ça, quand Charles demande à Akari ce qui est arrivé à son bras, comment il s'en tamponne, en mode vraiment il regarde, ah ça ouais, t'inquiète, ça va se soigner. D'ailleurs, à ce sujet, 2 possibilités. Soit il est encore capable d'étendre son territoire et il mise sur la période d'invincibilité pour être régénéré, mais moi j'y crois moyen, hein, parce qu'étendre son territoire sans ses mains c'est possible, mais jusqu'à présent seuls des fléaux ont été capables de le faire. Soit, et c'est la théorie la plus probable, il demandera à Yuta de lui arranger ça dans la mesure où il est capable d'utiliser sa technique d'inversion sur les autres. Akari passe en mode grand frère façon Todo et fait la leçon à Charles. C'est vraiment le best gars, je l'adore. Et à ce stade, on peut dire qu'il est à la tête d'une petite équipe pas dégueu, hein, le Akari. Hein. Je ferai un point sur les forces en présence dans la track en fin de review. Et c'est le retour de Momo qu'on n'avait pas vu depuis ce moment où Maki lui confie le corps sans vie de sa sœur. D'ailleurs, on voit qu'elle arbore sur son visage une expression hyper sérieuse et grave, et ça nous rappelle qu'il n'y a pas que Yuji qui souffre dans Jujutsu. Tous les personnages traînent leur propre trauma. Et ce retour narrativement, eh bien, il est bien pratique, puisque pour ceux qui sont un petit peu perdus dans l'histoire, on va refaire un point sur les objectifs d'ajout de règles de nos protagonistes dans la track. À savoir, transférer les points, pouvoir switcher de place entre participants, établir la communication entre arènes, et enfin pouvoir entrer et sortir librement des colonies pour sauver des gens. Momo explique que la 3e règle de communication n'est plus vraiment nécessaire dans la mesure où Maki peut traverser les barrières comme elle veut, probablement parce qu'elle ne possède plus d'énergie occulte, et qu'avec l'aide de Yui, le frère de Mei Mei, eh bien, elle peut aller devant toutes les barrières qu'elle veut rapidement. Et là, quand Akari lui demande depuis quand elle peut faire ça, Momo lui dit qu'elle est devenue un monstre, et là, explosion dans le crâne de la dame devant cette double page de zinzin, introduction encore une fois de fou furieux de la part d'Akutami. La reine Maki est bel et bien là, elle est incroyable, magnifique, tout ce que vous voulez, je l'adore. Avant de voir ce qu'elle nous réserve, on va s'attarder sur l'appellation monstre qu'utilise Momo. Sur un des comptes Twitter japonais que je suis, un gars nous explique que les kanji utilisés pour ce terme précis veulent dire écrasant, massif et tout le champ lexical de la toute-puissance. Et le terme de monstre avait déjà été utilisé par Gojo à l'encontre de Toji pendant leur combat, à la différence que le terme monstre, dans ce cas précis, a une connotation négative, le genre de monstre qu'il faut tuer, annihiler. Bon après, cette différence de traitement peut facilement s'expliquer dans le sens où Momo et Maki sont du même côté, mais voilà. Linguistiquement, je trouve ça intéressant, le même terme peut avoir 2 significations différentes et le japonais nous permet de justement voir ces différences et non de les supposer. Quand Momo dit que Maki est un monstre, ça veut dire monstre de puissance, et rien d'autre. Et c'est déjà pas mal, vous me direz. Maki, donc, qu'on retrouve sur cette, encore une fois, magnifique double planche. Ce qu'on peut noter, c'est que, de 1, elle est soignée de son œil droit, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'elle a croisé la route de Shoko Yuta? C'est possible, en tout cas, je ne vois que ça. De 2, elle est équipée donc du sabre créé par sa sœur à partir de la branche de roseau qu'elle lui a laissée avant de mourir. On note la présence d'une bouche sur la base de la garde. Est-ce que l'arme serait en mesure de communiquer avec Maki? On peut l'envisager. De 3, la localisation, on est maintenant dans la colonie de Sakurajima. Et de 4, et j'en finis, la date, on est le 14 novembre. Or, la traque commence le 12. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant ces 2 jours de battement? Est-ce qu'elle a continué à traquer ce qui restait des Zenin ou autre? On aimerait bien le savoir. Toujours est-il qu'elle rejoint notre ami Noritoshi Kamo. Petite anecdote, j'ai vu les spoils de ce chapitre, pas de mon initiative, je vous rassure, mais les gens ont tendance à oublier qu'on peut flouter les spoils sur Twitter. Donc je me suis mangé l'image en pleine tronche alors même que j'avais rien demandé, mais bref, j'ai cru que c'était Iguruma, donc je vous laisse imaginer ma surprise quand j'ai vu qu'en fait c'était Kamo. Petit point coupe de cheveux, j'ai vu plein de gens dire que c'était un glow down et tout, mais perso je suis du même avis que Maki, je trouve que ça lui va trop bien, je suis fan. Kamo nous explique donc qu'il n'est plus le chef du clan Kamo et que quelqu'un a pris sa place, je me demande bien qui d'ailleurs. Là comme ça le seul truc qui me vient à l'esprit ce serait un exorciste du clan Kamo du passé réincarné par un pacte avec Kenjaku et qui posséderait donc la technique de manipulation de sang. En tout cas, de façon globale c'est cool d'avoir des nouvelles d'un des 3 clans, parce qu'à part les Zenin, eh bien on savait pas grand chose. Honnêtement, moi, cette paire improbable Noritoshi Maki, je l'avais pas vu venir, mais si on y regarde, elle est finalement assez logique. Ils ont pas mal de points communs, les deux avaient cette volonté de devenir chef de leur clan pour protéger des personnes qu'ils aiment, à savoir une mère et une sœur. Et tous les deux ont, en un sens, échoué dans cette quête. Cette paire, elle est logique, mais elle est aussi également symbolique dans le sens où, eh bien, ils sont rejetés tous les deux par leur propre clan. Donc, tout ça fait sens.
On continue, ça discute entre ces deux-là, discussion brutalement interrompue par l'apparition d'une forte énergie, et là, c'est le retour des fléaux insectes dégueux, on est encore un niveau au-dessus par rapport au cafard, et moi qui ai des tendances tripophobes, eh bien je peux vous dire que j'ai passé un très mauvais moment. Le gros vert est donc un nouveau participant à la track, et au vu des réactions choquées de Camo et Maki, en termes de puissance, il doit être pas mal. Et c'est comme ça que se termine le chapitre. Alors cet adversaire, j'ai lu des choses, ça et là, comme quoi il pourrait être la réincarnation de Naoya en esprit vengeur, etc. Bon, c'est possible, même si j'ai d'autres aspirations pour le retour de Naoya. Non, nous on va essayer de chercher du côté du Japon, puisque vous savez que Gege fait énormément de refs aux mythes, à l'histoire et à la géographie de son pays. À partir de là, on prend absolument pas ce que je dis pour argent comptant, et de manière globale, on ne prend pas ce que je dis pour argent comptant d'ailleurs, mais nous sommes dans la région du Kyushu, à Sakurajima. Sakurajima qui se trouve être le nom du volcan le plus actif du Japon, un des volcans les plus actifs du monde d'ailleurs. Il a connu énormément d'éruptions et il est surtout connu pour ses explosions de tonnes de cendres. Or, regardez ce qui est autour du verre, il y a comme une espèce de nuage autour de lui, il a un petit peu opaque. Donc pourquoi pas imaginer que son pouvoir aurait un rapport avec le feu, les cendres, etc. Et c'est peut-être pas du tout ça, et je vous ai tenu la jambe pour rien. J'avais encore, sans rire, encore 1 milliard de trucs à vous dire sur ce chapitre de transition qui est hyper intense, mais je vais rapidement conclure parce que je pense que vous devez en avoir marre de m'écouter, en vous disant que la phase 2 de la track est quasi finie, les équipes sont formées maintenant, on a Yuji Iguruma, ma père Fave, Megumi l'ange, d'ailleurs, Megumi est le seul à avoir tué son adversaire pendant cette phase de préparation, quand je vous disais qu'il est en train de basculer du côté obscur. Voilà. 3e groupe, Yuta, Ryu, Uro. 4e groupe, Panda, Akari, Kashimo, Charles. 5e groupe, Maki, Noritoshi. On est pas mal là. Et à mon avis, si on a encore autant de personnages encore en vie, je préchote un truc énorme avec soit Sukuna, soit Kenjaku, peut-être même les deux, mais laissez-moi vous dire qu'on n'est pas prêt. Et que si on a encore tous ces personnages en vie, c'est parce qu'il va y avoir un paquet de morts. Préparez-vous. Ah ouais, ici on casse l'ambiance, on est comme ça. C'est donc sur cette note d'espoir que se termine la review de ce chapitre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai reçu ces derniers temps des commentaires de quelques personnes dans la bienveillance qui me conseillaient donc d'ajouter des images à la review, etc. etc. Mais sachez que, déjà évidemment je le sais bien, mais que pour l'instant je n'ai pas le matériel nécessaire pour le faire, mais j'ai bon espoir qu'à la rentrée, peut-être même avant, je m'engage pas trop, je pourrais faire ces reviews en facecam avec des images, des scans, etc. Bon, vous attendez pas à du haut niveau, je suis une boumeuse, mais j'essaierai de faire du mieux que je peux. On se voit mardi prochain, normalement, si je suis pas trop fatiguée de la Japan. En attendant, prenez soin de vous, lisez des mangas, regardez des animes, parce que c'est quand même vachement sympa. Et moi je vous dis à la prochaine!